L'amiral Sarah Chen se tenait à la fenêtre de son centre de commandement souterrain, observant les projections holographiques du démantèlement systématique des plateformes de défense orbitale terrestre. Au-dessus, les vaisseaux d'observation de la Confédération planaient tels des vautours, leurs capteurs documentant avec avidité l'apparente soumission de l'humanité. Elle s'autorisa un léger sourire. « Rapport de situation », ordonna-t-elle en se tournant vers le personnel du centre de commandement. Le capitaine de corvette Rodriguez leva les yeux de son poste. L'opération Écran fantôme est en cours. Amiral. La Confédération diffuse sa victoire sur toutes les fréquences connues. Leurs chaînes de propagande s'en donnent à cœur joie. Excellent. Les chaînes de propagande s'en donnent à cœur joie. Excellent. Chen se dirigea vers l'écran holographique central, où une carte en temps réel des océans de la Terre vibrait de données cachées. Sous les vagues, presque invisibles à tous, sauf à leurs capteurs les plus sophistiqués, se trouvait la véritable force de l'humanité. Le projet Poséidon. Les portes s'ouvrirent, laissant entrer le commandant de la flotte James Okonjo. Son expression était sombre. Les manifestations civiles s'intensifient, amiral. Singapour vient d'avoir une émeute devant le ministère de la Défense. Ils pensent que nous capitulons. Qu'ils le croient, répondit Chen d'une voix ferme. Moins on connaît la vérité, mieux c'est. Même notre propre peuple doit croire que nous avons abandonné. L'écran holographique se transforma, montrant la flotte croissante de la Confédération près de Mars. Leurs vaisseaux étaient des monstruosités biologiques, ressemblant davantage à des insectes géants qu'à des vaisseaux spatiaux. Ils étaient apparus 5 ans plus tôt, exigeant la soumission de la Terre et lançant un ultimatum. Rejoindre leur confédération en tant qu'État vassal ou risquer l'extinction. La réaction apparente de la Terre avait choqué tout le monde. Démilitarisation progressive et complète. Message du Dr Rivera de la base Mariana. Annonce du lieutenant Park depuis sa station de communication. Les étalonnages de la phase 3 sont terminés. Tous les systèmes sont opérationnels. Chen hocha la tête. Au plus profond de l'océan Pacifique, dans la fosse des Mariannes, se trouvait le plus grand chantier naval secret de l'humanité. Des installations similaires étaient disséminées dans les océans de la Terre, chacune abritant des centaines de vaisseaux qui, en comparaison, feraient paraître primitifs les bio-vaisseaux de la Confédération. « Montrez-moi les dernières statistiques », ordonna Chen. L'affichage holographique changea, révélant des lignes de données. Cachés sous les océans de la Terre se trouvaient plus d'1 million de vaisseaux, allant du petit vaisseau d'attaque au cuirassé massif. Chacun était équipé de coques révolutionnaires en métamatériaux, permettant une transition fluide entre les opérations sous-marines et spatiales. La percée du Dr Rivera dans la technologie d'adaptation à la pression avait rendu tout cela possible. Le navire diplomatique de la Confédération demandant l'autorisation d'atterrir, a rapporté Rodriguez, souhaite procéder à son inspection mensuelle de conformité. « D'accord, » répondit Chen. « Assurez-vous qu'ils suivent l'itinéraire habituel. Rien à voir, à part des installations en réserve et des armes désaffectées. » Le centre de commandement se tut tandis qu'ils observaient la descente du vaisseau extraterrestre. Ces inspections étaient devenues routinières depuis 1 an. Une façon pour la Confédération de se réjouir de sa victoire sans effusion de sang. Ils n'avaient jamais soupçonné que les humains avaient choisi l'océan comme bouclier, non seulement parce qu'ils dissimulaient leurs vaisseaux, mais aussi parce qu'ils les avaient perfectionnés. Les profondeurs marines avaient forcé les ingénieurs humains à développer des technologies bien supérieures à celles réalisées dans l'espace. Les coques résistantes à la pression pouvaient résister aux armes énergétiques. Les systèmes de propulsion silencieux rendaient leurs vaisseaux quasiment indétectables. Les systèmes de réparation automatisés pouvaient affronter les profondeurs écrasantes et le vide spatial. L'amiral Okonjo parlait doucement. Le commandement Proxima rapporte que la Confédération commence à coloniser certaines de nos installations orbitales abandonnées. Pique dans les temps, sourit Chen. Leur expansion est conforme aux prévisions. Chaque pas les rend plus vulnérables le moment venu.
Un officier subalterne s'approcha avec une tablette sécurisée. Les dernières informations de nos sondes spatiales, madame. La Confédération se dispute déjà les ressources abandonnées de la Terre. 3 factions différentes revendiquent des droits sur notre système solaire. Chen accepta la tablette et scruta les données. La Confédération n'était pas la force unifiée qu'elle prétendait être. C'était une alliance informelle d'espèces soudées par la peur et l'intérêt mutuel. Cette connaissance allait s'avérer cruciale dans les semaines à venir. « Comment vont nos invités ?» demanda-t-elle, faisant référence à l'équipe d'inspection qui visitait actuellement une base désaffectée du Nevada. Rodriguez, convaincu de notre soumission, répondit que leurs biosignatures témoignaient de satisfaction et de contentement. Ils sont particulièrement amusés par notre tentative primitive de maintenir une petite force défensive composée de navires de guerre traditionnels. Ces vaisseaux de surface étaient bien réels, mais ils n'étaient que la pointe de l'iceberg. Sous eux, disposés en formation précise à travers les océans de la Terre, attendait la véritable flotte humaine. Chaque vaisseau était une merveille d'ingénierie, capable de passer de la mer à l'espace sans intervention planétaire. Vérification de l'heure, annonça Chen. Combien de temps faudra-t-il avant l'opération frappe profonde? 37 jours et 14 heures pour un positionnement optimal. Okonjo rapporta. Les vaisseaux de la Confédération seront répartis dans tout le système, revendiquant leur nouveau territoire. Leur réseau de défense sera à son plus bas niveau. Chen hocha la tête, observant l'écran holographique. Bientôt, très bientôt, la Confédération apprendrait pourquoi l'humanité avait choisi de cacher sa force dans les océans. Ils apprendraient que les eaux terrestres n'avaient pas seulement dissimulé leurs vaisseaux. Elles avaient peint et forcé les humains à développer des technologies qui, en comparaison, rendaient un tel combat spatial simple. Message de la base Atlantis, annonça Park. Les derniers étalonnages des armes sont terminés. Tous les vaisseaux signalent leur état de préparation. La base Atlantis, cachée sous l'océan Atlantique, était leur nouvelle installation. Ces vaisseaux intégraient leurs dernières avancées, notamment des armes spécialement conçues pour cibler les vulnérabilités des biovaisseaux de la Confédération. « Très bien, » répondit Chen. « Maintenons le statut actuel. Laissons-les croire qu'ils ont gagné. Laissons-les se reposer et se laisser aller. » Elle marqua une pause, observant le vaisseau d'inspection extraterrestre se préparer au départ. Ils pensaient nous forcer à désarmer. Au lieu de cela, ils nous ont donné exactement ce dont nous avions besoin. Il était temps de perfectionner notre véritable flotte. Tandis que le personnel du centre de commandement poursuivait son travail, Chen retourna à la fenêtre. Bientôt, les océans livreraient leurs secrets. Bientôt, l'humanité montrerait à la galaxie que paraître faible était la plus grande force. Le vaisseau extraterrestre décolla, emportant avec lui des rapports sur la conformité constante de la Terre. En contrebas, dissimulés par des kilomètres d'eau, 1 million de navires attendaient en formation parfaite, leurs équipages entraînés, leurs armes prêtes. La plus grande tromperie de l'histoire de l'humanité allait devenir la plus grande révélation, et aucun ennemi ne la verrait venir. Marcus Rivera se tenait dans le dôme d'observation de la base Mariana, observant un nouveau type de cuirassé subir ses tests de pression. À cette profondeur, l'eau était d'un noir absolu, éclairée uniquement par les lumières extérieures de la base et le revêtement bioluminescent du navire, une autre innovation inspirée des créatures des profondeurs marines. Les tests de pression ont atteint leur paramètre maximum, a annoncé le Dr Yuki Tanaka, son ingénieur en chef. Intégrité de la coque à 100%. Aucun signe de contrainte. Intégrité de la coque à 100%. Aucun signe de contrainte. Il y a 5 ans, lorsque Rivera avait proposé pour la première fois d'utiliser les océans terrestres, à la fois comme chantier naval et comme bouclier, beaucoup l'avaient traité de fou. Maintenant, en voyant l'immense vaisseau résister à des pressions qui auraient écrasé des vaisseaux spatiaux traditionnels comme des boîtes de conserve,
il se sentait justifié. Commencez le test de transition métamatérielle, ordonna-t-il. La coque du Dreadnought vibrait, sa surface ondulait comme du métal liquide. C'était la véritable avancée. Un matériau capable de s'adapter activement à son environnement, optimisant sa structure pour la pression des profondeurs marines ou le vide spatial. Dr. Rivera, appela une voix derrière lui. Il se retourna et vit l'amiral Chen entrer dans le dôme d'observation. « Je pensais vous trouver ici, amiral. » Il fit un signe de tête en direction du test en cours. La classe Léviathan dépasse les attentes. Les nouvelles configurations de métamatériaux fonctionnent 30% mieux que prévu. Chen se plaça à côté de lui, observant l'imposant vaisseau. L'équipe d'inspection de la Confédération venait de quitter l'orbite terrestre. Leur rapport témoigne d'une confiance totale dans notre soumission. Rivera s'autorisa un sourire sombre. S'ils savaient ce que leur ultimatum nous réservait réellement, nous n'aurions jamais développé la moitié de ces technologies sans la pression de leur échéance. L'ironie ne leur échappa pas. L'exigence de soumission de la Terre par la Confédération avait contraint l'humanité à innover d'une manière qu'elle n'aurait jamais envisagée autrement. La guerre spatiale traditionnelle avait toujours favorisé les vaisseaux biologiques des extraterrestres, mais la guerre sous-marine, c'était une nouveauté. « Montrez-moi le système Kraken », demanda Chen. Rivera fit un geste et les écrans holographiques se mirent à montrer une autre zone d'essai. Là, de plus petits vaisseaux démontraient leur capacité à s'élancer dans l'eau pratiquement sans cavitation. Des chasseurs silencieux capables d'émerger des profondeurs sans prévenir. Le système de propulsion était inspiré des méduses, expliqua Rivera. Aucune pièce mobile, juste une manipulation du champ électromagnétique. Totalement silencieux, il était aussi efficace dans l'eau que dans l'espace. Un voyant d'avertissement clignota, attirant leur attention sur le test du Léviathan. Le Dreadnought démontrait alors ses capacités de transition rapide, passant du mode haute mer à la configuration de combat spatial en quelques secondes. « Message du Dr. Carter de la base atlantique », annonça Tanaka. Ils ont testé avec succès le système d'armes de la lance gravitique. Fonctionne parfaitement en milieu aquatique et sous-marin. Chen plissa les yeux. Besoins en énergie. Minimes. Rivera répondit avec fierté. L'arme utilise la masse de l'ennemi contre lui. Plus leurs biovaisseaux sont gros, plus l'effet est dévastateur. Nous avons transformé leur principal atout en faiblesse. L'amiral hocha lentement la tête. Et ils ne le verront jamais venir. Toute leur doctrine stratégique est basée sur la guerre spatiale. Ils n'ont aucune idée de ce que nous avons accompli ici-bas. Rivera passa à une autre console, affichant les données de leurs satellites espions. Les biovaisseaux de la Confédération étaient véritablement massifs, certains presque de la taille de petites lunes. Mais leur structure organique, bien qu'incroyablement résistante dans l'espace, n'avait jamais été testée contre des armes conçues pour résister à des pressions océaniques écrasantes. Les derniers résultats de simulation, a-t-il déclaré, présentent une nouvelle série de projections. Les coques organiques de leurs vaisseaux seront particulièrement vulnérables à nos perturbateurs soniques. Les mêmes principes qui permettent aux baleines de communiquer à travers les océans nous permettront de démanteler leur flotte. Calendrier. Chen a demandé. L'intégration finale de tous les systèmes sera achevée dans 20 jours. La flotte entière sera prête bien avant la date d'exécution prévue. Une alerte de proximité retentit, et tous deux se tournèrent pour observer un banc de créatures des profondeurs passer devant le dôme d'observation. Rivera les avait étudiés en profondeur, intégrant leurs adaptations à la survie dans ses conceptions. Il s'avéra que la nature avait déjà résolu nombre de leurs problèmes. Nous en avons appris davantage sur la survie en environnement hostile au cours des 5 dernières années qu'en 50 ans d'exploration spatiale. River s'amusait. L'océan nous forçait à penser différemment, à innover d'une manière que nous n'avions jamais envisagée auparavant. Chen appuya sur le bouton de commande, faisant apparaître un affichage global des positions de leur flotte cachée, réparties dans les océans de la Terre, plus d'1 million de navires lestés en formation parfaite,
chacun intégrant des technologies qui auraient semblé relever de la science-fiction il y a quelques années à peine. La Confédération pense nous avoir forcés à désarmer, dit-elle doucement. Au lieu de cela, ils nous ont forcés à évoluer. Rivara fit un signe de tête en direction du Léviathan qui achevait ses derniers tests. Nous n'avons pas seulement construit de meilleurs navires, amiral. Nous avons créé une toute nouvelle forme de guerre, une à laquelle ils ne peuvent absolument pas être préparés. Un message apparut sur leurs écrans. Un autre test réussi. Un autre système prêt à être déployé. Dans des bases sous tous les océans. La flotte secrète de l'humanité devint plus forte, plus performante, mieux préparée pour le jour où elle se révélerait. Docteur Rivera, dit Chen en se tournant pour partir, vous avez donné à l'humanité bien plus que des vaisseaux. Vous nous avez offert un avenir qu'il ne nous croyait pas possible. Alors que l'amiral s'éloignait, Rivera reporta son attention sur les tests. Dehors, dans l'obscurité écrasante, le Léviathan poursuivait ses manœuvres silencieuses, sa coque scintillant de motifs bioluminescents. Bientôt, très bientôt, ses profondeurs livreraient leurs secrets, et la galaxie apprendrait que l'humanité n'avait pas désarmé. Elle avait évolué. Le vaisseau amiral de la Confédération, la Ruche éternelle, était suspendu en orbite terrestre haute, sa coque organique vibrant de motifs bioluminescents de victoire et de domination. Le commandant de flotte Zach Streel se tenait sur son podium de commandement, ses yeux composés reflétant de multiples vues de la planète soumise en contrebas. Une nouvelle inspection réussie, rapporta son second, les humains continuant de démanteler leur défense comme convenu. Leur soumission est complète. Les mandibules de Zach Stroll claquèrent de satisfaction. Et leurs océans, encore remplis de leurs embarcations primitives. Ils s'accrochent à leur tradition navale comme des larves à leur hôte. Un silence, bien que nos sondes de balayage profond peinent encore à pénétrer les eaux profondes. Hors sujet. Zach Stroll écarta la question. Quelle menace pouvait bien se cacher dans des conditions aussi primitives? La réponse arriva 30 secondes plus tard. Le premier signe que quelque chose n'allait pas fut une perturbation subtile dans l'océan Pacifique. Les images satellites montraient ce qui semblait être une remontée massive d'eau, puis une autre dans l'Atlantique et une autre encore dans l'océan Indien. Contacts multiples. La voix de l'opérateur du capteur s'éleva, alarmé. Des objets massifs émergeaient des océans terrestres. Les yeux composés du troll de Zach s'écarquillèrent, tandis que l'impossible se déroulait devant lui. Des profondeurs océaniques de la Terre, des navires commencèrent à surgir. Pas des dizaines, ni des centaines, des milliers. Leurs coques se déversaient comme du mercure liquide, passant sans heurts d'une configuration aquatique à une configuration spatiale. Depuis son centre de commandement, au fin fond du Pacifique, l'amiral Chen donna l'ordre qu'ils attendaient depuis 5 ans. Opération frappe profonde. À tous les navires, commencez le protocole d'émergence. Partout dans le monde, la flotte cachée de l'humanité se révéla. Les vaisseaux s'élevaient et en formation parfaite, leurs coques métamatérielles déjà adaptées au combat spatial. La conception de chaque vaisseau était différente de tout ce que la Confédération avait jamais rencontré. Des formes prédatrices lisses semblaient flotter plutôt que bouger. Impossible. Les mandibules de Zach Stroll claquèrent rapidement, signe de détresse. Leurs défenses orbitales furent détruites. Leur chantier naval démantelé. Première vague en position. Rodriguez fit son rapport à Chen. La flotte de la Confédération montrait des signes de confusion et de désarroi. « Exécutez le schéma d'attaque Léviathan », ordonna Chen. « Ciblez d'abord leurs nœuds de commandement et de contrôle. » Les vaisseaux humains se déplaçaient avec une précision dévastatrice. Leurs lances gravitationnelles, conçues pour fonctionner dans les profondeurs océaniques, se révélèrent catastrophiques contre les biovaisseaux de la Confédération. Les coques organiques, qui semblaient si invulnérables dans les combats spatiaux traditionnels, offraient peu de protection contre les armes inspirées des prédateurs des profondeurs.
Plusieurs vaisseaux de la Confédération subissent des défaillances critiques de coque, annonça Park d'une voix ferme. Leur technologie organique semble particulièrement vulnérable à nos disrupteurs soniques. Dans l'espace, la bataille se déroulait telle une danse chorégraphiée par la nature elle-même. Les vaisseaux humains se déplaçaient avec la grâce fluide des prédateurs marins, leur formation rappelant des bancs de baleines en chasse. Les immenses biovaisseaux de la Confédération, malgré leurs avantages biologiques, se retrouvaient confrontés à des armes et des tactiques qu'ils n'avaient jamais rencontrées. Une deuxième vague émerge maintenant, rapporte Okonjo. Les flottilles de l'Atlantique et de l'océan Indien signalent une transition réussie vers une configuration de combat spatial. La flotte de la Confédération a tenté de se réorganiser pour exploiter sa supériorité numérique, mais ces tactiques, perfectionnées dans le vide spatial, se sont révélées inadéquates face à un ennemi qui avait appris à combattre en 3 dimensions sous une pression écrasante. « Fascinant », murmura le docteur Rivera depuis son poste d'observateur. Leurs biovaisseaux réagissent à nos attaques soniques exactement comme prévu. Les fréquences harmoniques perturbent leurs réseaux neuronaux. En effet, ces gigantesques vaisseaux extraterrestres se tordaient dans l'espace, leurs systèmes organiques étant plongés dans le chaos par des armes basées sur le chant des baleines et les ondes de pression des profondeurs. Les vaisseaux capables de se passer des armes énergétiques traditionnelles étaient démantelés de l'intérieur par des technologies issues des océans terrestres. Message prioritaire du vaisseau amiral de la Confédération, annonça Park. Ils demandent la cessation immédiate des hostilités. Ils veulent négocier. L'expression de Chen resta neutre. Aucune réponse nécessaire. Poursuivons l'attaque comme prévu. Qu'ils apprennent ce que nous avons appris en nous cachant dans les profondeurs. D'autres vaisseaux humains continuaient de surgir des océans, chaque apparition étant parfaitement synchronisée et positionnée. La flotte de la Confédération, dispersée à travers le système solaire dans sa complaisance, se retrouva incapable de concentrer efficacement ses forces. Un vaisseau hostile tentait de se replier vers la FTL, rapporta Rodriguez. Déployez les filets de Kraken, ordonna Chen. Depuis plusieurs cuirassés humains, d'immenses champs d'énergie se déployèrent tels des tentacules fantomatiques. Cette technologie, inspirée des techniques capture des créatures des profondeurs marines, piégea les biovaisseaux en fuite, les empêchant de s'échapper. Amiral. Okonjo cria. Nous détectons d'importantes signatures énergétiques en orbite martienne. La Confédération appelle des renforts. Chen hocha la tête comme si elle s'y attendait. Parfait. Initialisez la phase 2. Signale à la flotte des Mariannes de commencer sa mission. Des profondeurs de la fosse des Mariannes, les vaisseaux les plus grands et les plus avancés de l'humanité commencèrent à émerger. Il s'agissait des Dreadnoughts de classe Léviathan, des vaisseaux testés et développés dans l'environnement le plus hostile de la planète. Regardez leur bioévaluation, observa Riviera avec un intérêt professionnel. Les commandants de la Confédération subissent un stress extrême. Ils n'auraient jamais imaginé que nous pourrions y parvenir. C'était là le but, répondit Chen. Nous n'avons pas simplement engagé notre flotte. Nous avons créé une toute nouvelle forme de guerre pendant qu'ils nous désarmaient. La bataille continuait de se dérouler à travers le système solaire, tandis que de nouveaux vaisseaux émergeaient des océans terrestres pour rejoindre le combat. Chaque vaisseau transportait des technologies forgées dans l'environnement le plus hostile que l'humanité ait jamais maîtrisé. Technologies forgées dans l'environnement le plus hostile que l'humanité ait jamais maîtrisé. Désormais tournées contre un ennemi qui n'avait jamais considéré l'océan comme un berceau d'innovation militaire. La supercherie parfaite révélait son vrai visage, et la galaxie ne serait plus jamais la même. La flotte de renforts de la Confédération largua de la FTL près de Mars, leurs gigantesques biovaisseaux projetant des ombres sur la surface de la planète rouge. Le haut commandant Vextor observa le spectacle tactique avec une horreur croissante. Là où aurait dû se trouver une terre docile et désarmée, se trouvait un champ de bataille jonché de carcasses de vaisseaux de la Confédération. « À la première ruche, murmura-t-il,
À quoi assistons-nous? Sur Terre, l'amiral Chen observait les nouveaux arrivants avec une satisfaction calculée. Comme prévu, tous les vaisseaux lancèrent l'opération Tsunami. La réponse des océans fut immédiate et massive. Des réserves de vaisseaux humains, jusque-là inexploitées, commencèrent à émerger des océans arctiques et australes. Ces vaisseaux étaient différents, plus petits, plus rapides, conçus spécifiquement pour la prochaine phase de combat. L'escadron des Pyrénées était prêt à faire son rapport, annonça Rodriguez. Formation de requins-marteaux en position. Dans l'espace, la flotte de la Confédération nouvellement arrivée se retrouva face à un ennemi qui défiait tout ce qu'elle pensait savoir sur la guerre. Les vaisseaux humains se déplaçaient en formation imitant les prédateurs océaniques. Leur tactique était le fruit de millions d'années de sélection naturelle. Une adaptation fascinante, Dr Rivera observait depuis son poste. Les biovaisseaux de la Confédération tentent de modifier les fréquences de leurs coques pour résister à nos attaques soniques, exactement comme nous l'avions prédit. Déployez les protocoles Mégalodon, ordonna Chen. Les imposants dreadnoughts de classe Léviathan, déjà engagés avec la première vague de vaisseaux de la Confédération, commencèrent à émettre des champs gravimétriques complexes. Cette technologie, inspirée des techniques de chasse des prédateurs des fonds marins, créait des zones d'espace-temps déformées qui piégeaient et écrasaient les navires ennemis. Plusieurs navires de la Confédération subissaient des pannes critiques, rapporta Park. Leur technologie organique ne pouvait compenser le cisaillement gravitationnel. Le haut commandant Vextor observait, incrédule, sa flotte de renforts se faire systématiquement démanteler. Impossible. Leurs armes ne suivent aucun principe connu du combat spatial. C'est parce que nous ne les avons pas développées pour l'espace, murmura Rivera en surveillant les données de combat. Nous les avons développées pour quelque chose de bien plus hostile. La flotte humaine se déplaçait avec une coordination incroyable, leur formation fluide et adaptable. De plus petits vaisseaux filaient entre les imposants biovaisseaux de la Confédération, leurs armes ciblant les points vulnérables avec une précision chirurgicale. Les tactiques issues de l'étude des chasseurs en meute dans les océans terrestres se sont révélées d'une efficacité redoutable contre un ennemi habitué aux formations de combat hiérarchisées et rigides. Un signal du vaisseau amiral de la Confédération, annonça Park. Ils émettent sur toutes les fréquences. À l'écran, ordonna Chen. Les stress insectoïdes du haut commandant Vextor emplissaient l'écran. C'est impossible. L'écran affichait des mots. C'est impossible. Vous étiez désarmé, compétent. Comment avez-vous caché cela? La réponse de Chen était calme, presque conversationnelle. Vous regardez les étoiles pour détecter les menaces, commandant. Vous auriez dû regarder les océans. Les océans? Les mandibules de Vextor claquèrent, confus. Ces eaux primitives. Ces eaux primitives nous ont forcés à développer des technologies que vous n'aviez jamais imaginées, expliqua Chen. Vous pensez que l'espace est hostile. Essayez de construire des vaisseaux capables de résister à des pressions qui écraseraient vos biovaisseaux comme des œufs. Essayez de développer des armes efficaces dans un environnement où les armes énergétiques traditionnelles sont inutiles. Comme pour appuyer son propos, une nouvelle vague de vaisseaux humains a émergé du Pacifique Sud. Ces vaisseaux, spécialisés dans le combat rapproché, se déplacent tels des requins dans l'espace, leurs coques en métamatériaux réfléchissant les signaux des capteurs de manière à les rendre quasiment impossibles à cibler. L'amiral Okonjo a rapporté que la flotte Cohésion de la Confédération est en train de s'effondrer. Leurs vaisseaux tentent des retraites indépendantes. Déployez la dernière vague, ordonna Chen. Montrons-leur tout ce que nous avons appris. Des plus profondes fosses océaniques, la dernière flotte cachée de l'humanité a émergé. Il s'agissait des vaisseaux les plus récents, intégrant toutes les leçons tirées de 5 années d'évolution dans l'environnement le plus extrême de la Terre. Leurs coques étaient parcourues de motifs inspirés des céphalopodes, les rendant quasiment invisibles aux capteurs conventionnels. Remarquable.
Rivera remarqua, en étudiant les données de combat, que leur biovaisseau tentait de s'adapter à nos armes, mais qu'il n'évoluait pas assez vite. Nous avions 5 ans pour perfectionner ces technologies. Ils essayèrent de faire de même en quelques minutes. La bataille était devenue une routine. Les vaisseaux de la Confédération, dont la technologie organique était rendue inefficace par des armes qu'ils n'auraient jamais imaginées, se rendaient ou étaient détruits. Leur puissante flotte, la terreur des 1000 mondes, était systématiquement démantelée par un ennemi qu'ils avaient qualifié de primitif. « Amiral !» cria Park. « Nous recevons des signaux de reddition de plusieurs vaisseaux de la Confédération, dont le vaisseau amiral du haut commandant Vextor. » Chen hocha lentement la tête. « Acceptez leur reddition. Préparez les équipes d'abordage et signalez à tous les navires. L'opération Bouclier profond entre dans sa phase finale. » Alors que la flotte humaine remportait sa victoire, la véritable ampleur de son exploit commençait à se faire sentir. Ils n'avaient pas seulement vaincu la Confédération. Ils avaient révolutionné la guerre elle-même. Les océans, que leurs ennemis avaient qualifiés de primitifs, avaient forcé l'humanité à développer des technologies rendant obsolètes les combats spatiaux traditionnels. « Avertissez tous les commandements », ordonna Chen. « La supercherie est terminée. Il est temps de montrer à la galaxie ce qu'est devenue l'humanité. » Dans l'espace, la flotte terrestre se mit en formation autour de sa planète natale. Ses coques métamatérielles scintillant de motifs bioluminescents de victoire. Ils s'étaient cachés dans les profondeurs, avaient évolué dans l'obscurité et en étaient ressortis plus forts que quiconque aurait pu l'imaginer. La tromperie parfaite était devenue la victoire parfaite. La salle du Grand Conseil de la Confédération était silencieuse, sa vaste architecture organique témoignant d'un rassemblement sans précédent. Des représentants d'une centaine d'espèces observaient l'amiral Chen se tenant devant eux, son uniforme impeccable, sa posture inébranlable. Derrière elle, à travers les parois transparentes de la chambre, la flotte terrestre était suspendue en formation, rappelant à quel point la structure du pouvoir de la galaxie avait radicalement changé. Vous avez caché la puissance militaire d'une civilisation entière dans vos océans, déclara le premier orateur Xoth, leur forme cristalline réfractant la lumière en motif d'incrédulité. Pendant 5 ans, nous avons cru avoir remporté une victoire sans effusion de sang. Non, corrigea Chen. Pendant 5 ans, vous nous avez donné exactement ce dont nous avions besoin. Le temps et la motivation pour évoluer au-delà de tout ce que vous pouviez imaginer. Le docteur Rivera s'est avancé et a activé un écran holographique. Vous allez voir comment nous y sommes parvenus. L'exposition montrait les profondeurs des océans terrestres, où l'humanité avait transformé la nécessité en avantage. Les membres du Conseil observèrent, stupéfaits, la présentation révélant la véritable portée du projet Poséidon. « Vos biovaisseaux sont des prouesses remarquables », expliqua Rivera, « parfaits pour le vide spatial. Mais nous devions résoudre un autre problème. Comment construire des vaisseaux capables de résister à des pressions qui les réduiraient en miettes? L'écran s'est déplacé pour montrer les installations de la fosse des Mariannes. À ces profondeurs, nous ne pouvions pas compter sur les technologies traditionnelles. Il fallait innover, apprendre des créatures qui maîtrisaient déjà ces environnements. Les coques en métamatériaux, a gazouillé un scientifique de la Confédération. Elles sont inspirées de la vie marine. Chromatophores de céphalopodes, écailles de poissons, biomécanique de baleines. Rivera hocha la tête. La nature a passé des millions d'années à perfectionner sa survie dans l'environnement le plus hostile de notre planète. Il nous fallait juste apprendre à écouter. L'amiral Chen toucha pour contrôler, et l'écran montra leurs navires passant de la mer à l'espace. Chaque technologie que nous avons développée devait fonctionner dans les 2 environnements. Ce que vous voyez comme des vaisseaux primitifs étaient en réalité nos plateformes d'essai. La chambre s'est mise à gronder, tandis que les implications se faisaient jour. L'humanité n'avait pas seulement dissimulé sa flotte. Elle avait exploité les défis de l'océan pour imposer une évolution technologique sans précédent. Vos armes,
a déclaré un autre membre du Conseil, ne ressemblent à rien de ce que nous avons connu. Parce qu'ils n'ont pas été développés pour la guerre spatiale, expliqua Chin. Des armes soniques inspirées du chant des baleines. Des lances gravitationnelles inspirées de la pression des grands fonds. Des coques en métamatériaux qui s'adaptent aux créatures vivant dans nos océans. Nous n'avons pas seulement construit des armes, nous avons créé une nouvelle forme de guerre. Premier orateur. K'Zoth se leva, sa forme cristalline illuminant la lumière. Et maintenant, quelles sont vos exigences en tant que vainqueur? La réponse de Chen les surprit tous. Nous ne voulons pas de conquête. Nous voulons de la coopération. Une véritable coopération, pas une soumission déguisée en alliance. Elle fit un geste vers Rivera, qui activa un autre affichage. Nous sommes prêts à partager certaines de nos technologies, pas les armes. Elles restent confidentielles, mais les systèmes d'adaptation environnementale, les technologies de coque, tout cela pourrait transformer la vie dans toute la galaxie. Transformer. Plusieurs membres du Conseil se penchèrent en avant. Rivera hocha la tête. Réfléchissez-y. Des vaisseaux capables de résister à des pressions écrasantes pourraient explorer l'atmosphère des géantes gazeuses. Des coques en métamatériaux pourraient protéger des colonies sur des mondes extrêmes. La technologie sonique pourrait révolutionner la communication et la médecine. Vous offrez cela gratuitement. Le ton de K'Zoth exprimait clairement une suspicion. Pas gratuitement, corrigea Chen. En échange d'un véritable partenariat, d'un statut égal et d'une restructuration complète de la Confédération vers une entité plus équitable. La Chambre resta silencieuse, tandis que les implications se faisaient jour. L'humanité ne se contentait pas d'offrir sa technologie. Elle remodelait le paysage politique de la galaxie. Il y aura de la résistance, avertit K'Zoth. De nombreux mondes profitent de la structure actuelle. Le sourire de Chen était léger mais confiant. Il devrait alors encore se souvenir de ce que nous avons accompli en seulement 5 ans, avec la motivation nécessaire. Le message était clair. L'ingéniosité qui a transformé les océans de la Terre en bouclier de l'humanité pourrait être utilisée à d'autres fins, créatives ou destructrices. Nous avons déjà commencé à adapter les installations de Marianne, a ajouté Rivera. Elles serviront de premier centre de recherche commun. Un lieu où des scientifiques du monde entier peuvent étudier et développer des technologies pour des environnements extrêmes. Comme pour appuyer son propos, l'exposition montrait de nouvelles constructions naissantes dans les océans de la Terre. Mais cette fois, les installations ne servaient pas à fabriquer des armes, mais à construire des ponts. « À vous de choisir », a déclaré Chen au Conseil. Nous pouvons rester séparés, méfiants, enfermés dans un cycle sans fin de domination et de soumission. Ou nous pouvons apprendre des océans de la Terre, s'adapter, évoluer, trouver des moyens de prospérer dans des environnements hostiles en travaillant ensemble. Premier orateur, la forme cristalline de K'Zoth vibrait de motifs complexes. Et si nous refusons, nous retournerons à nos océans, répondit simplement Chen. Et la prochaine fois, vous ne saurez pas ce que nous développons avant qu'il ne soit trop tard. La menace était subtile mais claire. L'humanité avait prouvé qu'elle pouvait dissimuler la puissance militaire d'une civilisation entière. Elle pouvait récidiver. Tandis que la discussion s'engageait dans la salle du Conseil, Chen et Rivera échangèrent un regard entendu. L'océan avait enseigné à l'humanité sa plus grande leçon. La véritable force ne résidait pas dans la domination. Il s'agissait d'adaptation. Dans les océans de la Terre, la vie avait appris à prospérer dans les conditions les plus hostiles, en évoluant, en coopérant et en trouvant de nouvelles façons de survivre. L'humanité allait maintenant transmettre cette leçon aux étoiles. La tromperie parfaite était devenue l'occasion idéale de changement. Aidant-le.